Il est né sous un ciel étoilé, une nuit de mai 1937, à Ngandajika, dans la province du Kasaï. De l'école primaire à Mwenedjitu, à l'internat de la mission catholique de Tilen Saint-Jacques, c'est en allant se soigner à l'hôpital à Kalenda Formalek que va naître sa vocation médicale. Rien ne pourra l'empêcher de réaliser son rêve, car il a soif de grands défis. Et l'on a osé qualifier son école normale de Tilen Saint-Jacques de Tchelabahang, autrement dit, l'école des ignorants. On va voir ce qu'on va voir. C'est ce que l'on découvre dans son livre « Impossible trajectoire de vie, le racisme n'existe pas, je l'ai rencontré ». Récit sur le destin d'un jeune garçon qui arrivera en Belgique pour terminer ses études universitaires et devenir médecin. En 1982, il sera le premier docteur étranger à accéder à la fonction de directeur de clinique en Belgique. À la base d'une réussite familiale et professionnelle, il est l'auteur d'un magnifique livre qui nous fait vivre un beau voyage, un livre qui est une réelle ode à l'optimisme. Il est aujourd'hui notre invité et nous sommes honorés d'accueillir le docteur Pierre Bouyamba Ouakou-Jojo. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre émission Mikanda, une émission qui, comme vous le savez, fait la promotion de la littérature congolaise. Une émission réalisée en collaboration entre Bokutani et Radio Beauté. Et comme vous venez de l'entendre dans cette chronique, nous recevons aujourd'hui le docteur Pierre Bouyamba Ouakou-Jojo. Docteur, bonjour. Bonjour, José. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de pouvoir avoir cet entretien aujourd'hui avec vous. J'ai eu l'occasion de lire votre livre et je dois vous avouer que c'est un livre que je qualifie, comme la chronique l'a dit, d'une ode à l'optimisme. Et donc, en quelques mots pour commencer, on va aborder certains points. Le livre, on n'en parlera pas effectivement complètement, mais en quelques mots, puisque vous parlez de vous, c'est un livre c'est une biographie. Vous avez eu une enfance heureuse. Est-ce que cela a conditionné le reste de votre vie ? Je tiens à vous remercier d'abord pour avoir fait le déplacement jusqu'à Liège afin de pouvoir me rencontrer. C'est un plaisir pour moi de vous voir de plus près pour la première fois. Effectivement, le livre retrace ma trajectoire dans la vie, une vie qui, comme la vie de tout un chacun, a connu des périodes très heureuses comme des périodes difficiles. Mais si j'ai écrit ce livre, c'est, comme je le dis dans le préambule, avant tout pour satisfaire la demande répétée de mes proches. Parce qu'à chaque fois que j'ai raconté un morceau de ma vie, tout le monde m'a dit « mais c'est très intéressant, il faut absolument écrire ça sur papier pour la progéniture, pour vos petits-enfants et les autres ». C'est surtout dans cette optique-là que je suis arrivé à me convaincre de pouvoir écrire ce livre. Et je l'ai fait avec énormément de passion et avec énormément d'intérêt. Tout à fait. Donc j'insistais beaucoup par rapport à l'enfance, parce que lorsqu'on le lit, donc vous traversez vraiment tout ce cycle de l'enfance, l'adolescence, etc. Mais il y a vraiment ce côté qui est marqué, en tout cas qui marque ce livre, c'est l'optimisme. Toujours animé d'optimisme. Donc comment comprendre justement ce sentiment qui est venu s'installer dans votre vie ? Par exemple, lorsque vous faites des études, lorsque vous parlez de vos études, parlant d'une école qu'on parle d'ignorants, mais vous savez ce que vous voulez, et dès lors que vous décidez de mettre en place un plan d'action, c'est toujours animé d'une confiance en soi, d'un optimisme que vous y allez. Effectivement, vous avez mis le doigt sur le fil conducteur
non seulement de ma trajectoire, mais aussi de ce que j'ai pu mettre sur papier dans ce livre. J'ai pu me rendre compte moi-même personnellement, je suis doté d'un optimisme très 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 marqué, et celui-là me poursuit depuis mon enfance. Il serait prétentieux de ma part de pouvoir en donner réellement l'explication ni l'origine. Il est possible que je sois tout simplement formaté comme cela, même si j'ai été au contact d'un exemple qui m'a permis de me rendre compte que le travail acharné, le souci de se perfectionner pouvait donner de bons résultats. Je parle ici, j'ai fait allusion ici à mon frère aîné, que je cite d'ailleurs abondamment dans mon livre, qui a réussi à partir d'études élémentaires à se perfectionner lui-même et à devenir quelqu'un de très important au point qu'il a joué un rôle prépondérant dans ma vie. Donc j'ai peut-être été contaminé par l'exemple de ce grand self-made man qui était mon frère aîné. Justement, parlant de lui, vous dites très tôt que le fait de vous avoir donné toute l'énergie, mais surtout aussi, à un moment donné, ce qui a fait la différence, de vous avoir permis, à l'époque déjà, d'avoir une petite bibliothèque. Exactement. Mon frère, qui a eu déjà l'opportunité de goûter à l'avantage d'avoir été à l'école, a donné un ultimatum à mon père, qui est cultivateur, en lui disant, si jamais Mbuyamba arrivait à louper l'école, entre vous et moi, ce sera terminé. Et comme mon frère ne plaisantait pas, mon père a pris ça, message reçu sur 5 sur 5. Il m'a amené jamais au champ. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai été non seulement obligé, mais j'ai fini par me rendre compte qu'effectivement, mon frère avait réussi à arriver à une certaine aisance dans la vie parce qu'il s'était donné la peine de faire des efforts de se perfectionner. Donc, quelque part, j'ai copié mon frère. Et donc, on extrapole un petit peu cette confiance en vous, pour revenir un petit peu à votre titre, lorsque vous dites, donc, le racisme n'existe pas, je l'ai rencontré. C'est de nouveau quelque chose que vous dites avec beaucoup de sérénité, sans blessure, des constatations un peu de la vie de votre jour, puisque on va y arriver, de Mweneditu, c'est au fin fond du Congo, oui, quelque part, je ne sais même pas où ça se trouve, et de se retrouver finalement tout l'essentiel de votre vie ici en Belgique, notamment à Liège, là où les différences sont marquantes, d'autant plus que vous êtes ici depuis les années 70. 64. Voilà, donc vous avez vu une évolution de beaucoup de choses, donc cette confiance dans ce cadre-là vous a beaucoup aidé aussi. Oui, tout à fait. Donc j'ai d'abord eu l'exemple de ce que dans la vie, le travail, en particulier la scolarisation, poursuivie avec beaucoup de détermination, peut donner des fruits. L'exemple donné par mon frère. Mais j'ai eu aussi des expériences vécues personnellement, en l'occurrence au contact des personnes qui avaient un comportement discriminatoire, qui faisaient preuve de ce comportement beaucoup plus vers d'autres personnes qu'à mon égard moi-même. Je donne ici l'exemple d'un professeur que nous avions à la Famila Kalenda. Ce professeur belge, blanc, et sa femme ne toléraient pas de voir des Noirs approcher leur parcelle. Mais moi, je pouvais aller jusque chez eux sans problème. Donc je dis, d'ailleurs quand je parle de ce point particulier, donc pour dire que le racisme n'existe pas, je l'ai rencontré, je le dis en introduisant ce chapitre par le fait que les choses que j'ai vécues dans ma vie, je les ai scrutées avec mon tempérament qui est le mien, qui est un tempérament d'un esprit positif, d'un esprit tourné vers la positivité que du contraire. C'est ça qui m'a permis de voir dans certains cas les choses se passaient comme si le racisme n'existait pas,
puisque le racisme, à certains moments, n'arrivait pas à s'exprimer à mon égard, où il se cachait, où il se camouflait, où il faisait preuve d'hypocrisie. Mais il y a des situations où il ne s'est absolument pas exprimé. C'est ainsi que je donne l'exemple de toutes les fonctions que j'ai occupées dans cette Belgique, alors que j'étais toujours congolais avant ma naturalisation belge, et cela au milieu de tout un tas de Belges qui étaient dans mon entourage, et moi j'ai bénéficié d'avantages extraordinaires. Alors, lorsque je me trouve dans cette situation-là particulière, mon esprit, ma conscience dans sa profondeur ne vit pas le racisme. Les choses se passent comme si le racisme n'existait pas. Voilà pourquoi ma première phrase est dit le racisme n'existe point. N'existe pas, point. J'arrête la phrase là. Et puis dans une deuxième partie, je me rends compte que le racisme a donné lieu à des manifestations tout à fait tangibles, mais des manifestations qui ne me touchaient pas, alors que j'étais dans la situation où elles devaient me toucher. Et puis, troisième volet, réellement, j'ai pu souffrir du racisme moi-même. C'est pour cela que ma phrase, aussi paradoxale qu'elle puisse être, elle correspond à une réalité que j'ai vécue. Il y a des situations où j'ai eu l'impression, enfin ce n'est pas seulement l'impression, mais le racisme ne sait pas exister, mais il y a des moments où réellement il s'est manifesté. Mais tout cela, je dis, perçu par un esprit foncièrement optimiste, et qui commence par voir d'abord dans tous les actes, dans tout acte posé par un être humain, mon esprit commence par chercher d'abord s'il n'y a pas quelque chose de positif avant de chercher le négatif. Mais c'est pour ça que votre livre en soi, donc au-delà de ce qu'il transmet par rapport à votre histoire, en tout cas moi je le considère aussi comme un livre de développement personnel. À l'intérieur de cela, il y a vraiment beaucoup de matière à apprendre par rapport à soi. Premier de classe, cela vous semble tellement évident quand vous êtes jeune. On dirait qu'il y a, voilà, je serai premier de classe dans ce dont je vais me lancer. Et ce qui n'est pas banal, justement, tout en ayant la nationalité congolaise, à l'époque déjà, d'être le premier médecin directeur d'une clinique ici en Belgique. C'est pas banal, ça. Ce n'est pas du tout banal, c'est pour cela que j'ai mis cela en exergue. Au moment où l'on me nomme directeur, il y a d'abord à ce poste un Belge à qui on demande de démissionner, et on me nomme moi pour pouvoir diriger la clinique, et les choses se sont d'ailleurs passées très très bien. Donc, ce phénomène-là m'a habité mon personnage d'une manière tellement profonde qu'il a renforcé mon tempérament de toujours d'optimisme, d'un optimiste serein. Super, ouais. Tout à fait. Et un autre trait donc de votre histoire, puisque vous n'avez jamais exercé au Congo. Vous êtes venu en Belgique. Vous avez vécu la grande partie de votre vie ici. Et pourtant, votre histoire personnelle, votre histoire familiale, toutes vos origines restent quand même quelque chose de très important ancré en vous et qui s'exprime. Donc c'est important pour vous, toute cette origine, la transmission de vos valeurs, les traditions aux enfants, c'est quelque chose que vous avez fait naturellement. C'est très important ce que vous venez d'aborder comme point de vue, parce que pour moi, tout ce que vous avez énuméré là a un noyau central qui est la culture et son importance. Nous pouvons tous nous rendre compte que dans le monde qui est le nôtre, les sociétés qui ont fait beaucoup de progrès, qui se sont mieux développées avec harmonie, ce sont des sociétés dans lesquelles la culture a gardé une place centrale. La culture, avec tout ce qu'elle comporte comme compartiment, la langue, les habitudes, la cosmogonie, donc les racines, la manière dont l'individu se place dans l'univers, conçoit l'univers, perçoit l'univers, interprète l'univers. Tout cela constitue un ensemble qui s'inscrit dans un cadre culturel. Et c'est pour cela qu'effectivement,
dans tout ce que j'ai fait, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan sociétal ou familial, j'ai toujours fait de mon mieux pour que les gens qui m'entourent puissent percevoir l'importance de ce que représente la culture à mes yeux. Moi, je me suis demandé en vous lisant si, après avoir été médecin, on va dire, pour le corps humain, si vous n'étiez pas finalement devenu, avec le temps, un médecin pour les âmes. Ma conception du monde, et particulièrement de la manière dont j'ai exercé la médecine, est une conception qui m'a amené à globaliser en permanence l'être humain. L'être humain n'est pas seulement une entité dotée de la physique, de la dimension physique, mais elle a une dimension psychologique, une dimension métaphysique, une dimension mystique. Et pour pouvoir l'aborder lorsqu'il se présente devant moi comme malade, j'ai toujours privilégié cette globalisation-là. Et comme je le dis dans mon livre, ce n'est pas pour rien que j'ai embrassé une discipline qu'on appelle la médecine interne. Parce que pour moi, je considérais l'ensemble qui constitue la médecine interne comme un creuset d'une sorte d'intellectualisme qui me permettait chaque fois d'intégrer les données fournies par le patient dans un cadre global. Pas seulement le mettre en exergue le symptôme pour lequel il est venu dans mon cabinet, mais voir au-delà du symptôme ce que pourrait représenter le reste de son ensemble, le reste de sa personnalité, et le traiter comme un ensemble, et non pas seulement comme un morceau d'orteil qui éprouve une sensation de douleur. Non, je me rends compte à un moment donné, vous parlez, voilà, au moment du diagnostic, d'aborder le problème et puis un peu de parler d'autre chose, de faire preuve d'humour et puis tout doucement de revenir un petit peu à ce qu'il en est finalement le principal. Mais écoutez, nous avons encore évidemment beaucoup de questions à vous poser. Le temps évidemment ne nous gâte pas et on va essayer de revenir à des choses que nous faisons habituellement dans notre concept. Vous avez devant vous donc divers livres, parce que notre but aussi c'est de parler de la littérature congolaise. Et donc parmi ces livres-là, ce serait de vous proposer d'en prendre un au nom donc, de la Bibliothèque congolaise de Belgique dont nous faisons la publicité, mais aussi pendant que vous choisissez, est-ce que la littérature congolaise de manière générale, est-ce que vous avez un intérêt particulier? Vous la connaissez? Vous lisez beaucoup de livres? Vous connaissez beaucoup d'auteurs de la littérature congolaise de manière générale? Mais peut-être pas littérature en tant que littérature, mais j'ai toujours eu soif de lire les écrits dont les Congolais étaient auteurs. Ce sont des livres qui ressortent des domaines divers, mais j'ai eu l'habitude de lire certains auteurs. J'ai lu des livres par exemple de Mabika Kalanda, j'ai lu des livres mais évidemment c'est dans des domaines différents. J'ai lu par exemple Justin Kankwenda, Pichibanda a écrit énormément aussi. Tout à fait. Ici nous avons par exemple Lisette Lombeki, elle est je pense liégeoise, avec Brûler. Ah oui. Elle fait beaucoup le slam, la poésie, c'est quelqu'un que nous suivons ici en Belgique. Oui. Voilà, donc le but, si vous pouvez en choisir je peux prendre celui-là, parce que voilà, j'ai lu Augustin Chilombo Nshimba, j'ai lu Dr Bossouma. Oui, voilà, ça c'est un confrère que nous avons aussi accueilli dans notre émission, une très belle émission. Oui. Aussi, voilà. Est-ce que finalement les médecins deviennent des écrivains? Ok, mais écoutez, on va vraiment clôturer et le mot de la fin, il va vous revenir. Et pour ça, donc vous vous adressez à nos téléspectateurs en terminant sur une langue nationale de votre choix. J'attache énormément d'importance
au rôle que la culture, que les traditions, que notre cosmogonie doit être appelée à jouer dans le développement intégral de l'être congolais, comme de l'être en général. Et dans ce cadre-là, j'ai estimé avec énormément de gratitude le travail que vous êtes en train de mener, toute votre équipe. J'ai trouvé ce travail d'une importance fondamentale dans ce cadre culturel dont je viens de souligner l'importance. Alors, en Chiluba, on dit quelque chose de très important, pas seulement pour féliciter, mais pour souhaiter de la vigueur. Kwata, kumimvumvu, misona idini butuka tuka. Donc, cramponnez-vous aux lianes. Les lianes sont solides, sont difficiles à déchirer. Donc, en d'autres termes, soyez toujours en bonne santé, soyez toujours vigoureux. Ne vous cramponnez pas à la paille qui est fragile, vulnérable, qu'on arrache plus facilement. Donc, kwata kumimvumvu, misona idini butuka tuka. En tout cas, nous vous remercions pour ces belles paroles et c'est vraiment un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Nous espérons le renouveler et nous souhaitons un bon dimanche à nos spectateurs et à la prochaine. Merci de votre confiance. Merci beaucoup.